Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je reçois le docteur Solange Moreno et je vais vous demander, Solange, de vous présenter bien sûr. Alors bonjour Patrick, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Solange Moreno. J'ai eu une première vie de médecin en cabinet de ville et à l'hôpital. Voilà. Quelles sont un peu vos spécialités, Solange Moreno ? Alors, il se trouve qu'à la fin de mes études de médecine, j'avais été passionnée par l'anatomie, la physiologie, la biologie du corps humain, qui est une merveille d'ingéniosité. Et au moment d'arriver aux origines des maladies et des traitements, essentiellement des traitements chimiques, médicaments, plein de questions se posaient. Je ne comprenais pas pourquoi on abordait les symptômes sans se demander mais pourquoi ça apparaît, comment tout cela se met en place. Et trop de questions ont fait que je me suis tournée vers les médecines dites douces et les soins alternatifs. Donc je me suis formée comme ça à l'acupuncture, à l'homéopathie et à l'ostéopathie générale et crânienne. Et puis ensuite à la relaxation, sans trop savoir d'ailleurs ce que j'allais faire là-bas, à l'hôpital Beaujon, avec le docteur Klotz. Et puis à côté de ça, l'astrologie ne m'a pas quittée depuis l'âge de mes 20 ans et je m'en suis beaucoup servie. Dans l'ancien temps, les médecins étaient astrologues. C'est vrai. Exactement. Et donc là, on a beaucoup d'éléments d'information aussi qui peuvent t'aider. Donc voilà mon cursus et je me suis aperçue à cette occasion qu'au lieu d'opposer, comme c'est trop souvent le cas, médecine classique et médecines alternatives, les deux sont très complémentaires et forment un ensemble, un panel d'outils très, très, très précieux quand on veut aider. Oui, c'est vraiment une ouverture que vous avez eue sur les deux mondes en fait. Sur les deux mondes et les abords différents, chacun avec leur richesse et avec leur perspective, très complémentaires, il n'y a pas d'autre mot, très complémentaires. En effet. Alors aujourd'hui, on va parler avec vous de l'éveil intérieur, puisque c'est un sujet qui vous passionne. Oui. Donc, on va regarder un petit peu ce sujet-là. Qu'est-ce que, pour vous, évoque l'éveil intérieur ? Alors, nous allons effectivement consacrer plusieurs minutes à tourner autour de l'éveil intérieur pour le décrire, car en fait, il en va de l'éveil intérieur comme de goûter un mets qu'on n'a jamais goûté, de connaître un fruit exotique qu'on peut nous décrire, la forme, la couleur, le goût. Mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté soi-même, on ne peut pas vraiment en avoir la connaissance. Mais bon, on peut quand même essayer de circonscrire de plusieurs façons. Avant de cela, je voudrais, puisque nous touchons dans votre chaîne YouTube à des sujets qui ne sont pas forcément facilement abordables par l'intellect. Tout à fait. Et qu'on touche à des zones qui auraient pu poser problème à un certain temps, encore à la fin du siècle dernier. Tout ce dont j'ai parlé, que j'ai évoqué, était très mal vu par l'ordre des médecins, vraiment. Et alors que maintenant, aujourd'hui, c'est enseigné en France, partout, à l'université, en faculté. Oui. Donc, ce que je voudrais juste dire, pour tout le monde à garder en mémoire, c'est que j'aimerais rappeler que le surnaturel n'est que le naturel non encore exploré. Et si au Moyen-Âge, au cours d'une conversation, nous avions évoqué la pile électrique, les radiographies, le téléphone, la télévision, tous ces sujets tous ces sujets-là, le scanner, l'IRM, Internet, les ordinateurs, les avions, eh ben on risquait gros quand même. Exactement. Parce que voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de surnaturel, et puis dans X années, on sera dans le naturel tout à fait banal, intégré. Et là, on aura bien progressé, mais je crois que l'être humain doit mériter cela pour accéder à des niveaux entre guillemets subtils, mais passionnants. Et puis ensuite, une autre chose par rapport aux personnes qui aiment dénigrer, voire nier carrément, c'est que le problème n'est pas de croire ou de ne pas croire. Le problème ou l'important, c'est plutôt d'ignorer ou de savoir. Et très belle formule. Et oui, elle n'est pas de moi.
Elle est d'un médecin qui avait de fortes responsabilités et qui lui aussi a élargi ses horizons, comme beaucoup de médecins d'ailleurs. Et la peur et l'ignorance, en fait, sont les deux grands fléaux qui engendrent la souffrance et la maladie. Et donc, puisqu'il est question de savoir et de connaître, eh bien, on va aborder l'éveil intérieur pour donner une idée de ce que cela peut représenter. Et quand on parle d'éveil intérieur, on est obligé de passer par les états modifiés de conscience. Et pour aborder les états modifiés de conscience, eh bien, il faut envisager les rythmes du cerveau. Et donc, les rythmes des cerveaux, ce sont des états modifiés. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, tels que vous... Sûr, j'ai une passion pour ces états modifiés de conscience. Alors, il faut savoir que nous tous et nous toutes, nous traversons et nous modulons notre conscience en permanence, mais sans le savoir. Comme M. Jourdain faisait de la prose dans la pièce de Molière, et qu'en permanence, nous modulons les rythmes de notre cerveau, mais on ne nous en a pas parlé à l'école, on ne nous a pas appris à repérer et à mettre en relation ce que nous ressentions, ce que nous vivions, et puis le fait que le cerveau changeait de rythme, passait sur d'autres registres avec des perceptions différentes. L'éveil intérieur, pour y revenir, est, comme son nom l'indique, un éveil, mais l'attention est dans ce cas dirigée vers le monde intérieur et non plus le monde extérieur. Alors tout de suite, nous sommes ensemble face à face, les yeux ouverts, en parlant, en train de réfléchir à ce que nous allons dire peut-être l'instant d'après. Et le rythme du cerveau, alors notre cerveau émet des ondes que l'on peut enregistrer à l'électroencéphalogramme. Et ces ondes ont été étiquetées avec des lettres de l'alphabet grec. Ce sont, en diminuant la fréquence, donc en ralentissant, les rythmes bêta, alpha, θ et delta, qui est le rythme du sommeil profond entrecoupé de rêves dans lequel apparaissent de nouveau des rythmes bêta. Alors tout de suite, là, maintenant, tous les deux, nous sommes en rythme bêta, c'est-à-dire que nous sommes les yeux ouverts, nous nous occupons de ce qui se passe autour de nous, nous voyons des tas d'objets, des tas de choses, nous percevons des tas de choses. Nous sommes en éveil extérieur et lorsqu'on enregistre le cerveau dans ces moments-là, le rythme qui est instauré, c'est le rythme bêta. La fréquence de ces ondes qui se présentent visuellement comme une succession d'accents circonflexes sur un rythme saccadé, est supérieur à 12 cycles par seconde, c'est-à-dire qu'en une seconde, on a plus de 12 ondes, qui sont une fréquence en hertz également, entre 12 et 30, 40 à peu près. Et puis, si nous fermons les yeux, instantanément, notre cerveau passe sur une autre longueur d'onde, entre 8 et 12 cycles par seconde, et là, nous entrons dans l'éveil intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'extérieur, on ne s'occupe plus de ce qui nous entoure, mais apparaît comme un grand rideau qui s'ouvre tout doucement, quelque chose qui a à voir avec notre monde intérieur. Et donc, il faut savoir que nous tous, dès que nous fermons les yeux, nous transitons par cet éveil intérieur. Et non seulement nous le faisons en fermant les yeux, mais nous le faisons 2 fois par 24 heures. À chaque fois que nous nous endormons le soir, en fermant les yeux et en nous laissant glisser vers le sommeil, et chaque fois que nous nous réveillons, lorsque nous émergeons du sommeil pour remonter à la surface. Simplement, ce qui est très dommage, pour tout le monde, c'est qu'on ne nous a pas appris à stationner dans les franges d'ondes alpha et θ, puisque dès qu'on ferme les yeux, les ondes émises sont du type alpha, entre 8 et 12 cycles par seconde, et quand on continue à ralentir, nous ne sommes plus en éveil intérieur léger, mais en éveil intérieur profond et en sommeil léger. Et là, dans cette frange-là, alors d'abord, je vais terminer avec... quand on continue à ralentir, comme lorsqu'on s'endort, on arrive dans le rythme delta. À chaque fois, les ondes deviennent plus amples
quand on ralentit et plus espacé aussi. Au niveau du dessin, les auditeurs peuvent se référer sur Internet au niveau des rythmes de l'électroencéphalogramme pour avoir une information visuelle. On le trouve très facilement. Et donc, ce qui nous intéresse là avec l'éveil intérieur, ce sont les franges alpha et θ, sans s'endormir. Alors, les pratiques qui sont proposées actuellement pour aborder ces états-là sont par exemple la relaxation, la sophrologie, l'hypnose et l'auto-hypnose, la méditation bien sûr, la prière à certains moments, les différents yogas, en particulier le yoga nidra, et tous les instants de créativité, parce que ça, il faut le dire, dès que nous sommes en état de créativité, il y a toute une prépondérance de choses que nous avons à l'intérieur de nous qui s'expriment. Donc, tous ces états-là représentent les états modifiés de la conscience. Exactement. Et à l'extrême limite, on peut aller dans les expériences de mort imminente, qui sont absolument passionnantes. Et ce qui est très dommage, c'est que beaucoup de scientifiques abordent tous ces sujets-là, mais je n'en connais aucun, ni dans les écrits, et encore moins en ayant rencontré, qui ait eu la curiosité de vivre cela pour pouvoir parler de ce qu'il connaîtrait par le vécu. Et ça me semble une lacune énorme. C'est-à-dire que tout ça est abordé de l'extérieur, éventuellement avec les électrodes sur la tête, mais avec à chaque fois du conditionnel. Il semblerait on pourrait croire que, mais jusqu'où peut-on imaginer que, ou alors carrément frôler la dissociation, la schizophrénie, et puis arrivent toutes les étiquettes de ce qui, voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est cette frange-là. Et nous reviendrons éventuellement à la fin. Et puis la foi aussi, en dehors de toute religion, parce qu'on déboule, j'aime beaucoup ce mot débouler, parce que c'est toujours inattendu en éveil intérieur. Ce sont des paysages, des panoramas qui s'ouvrent, dont on n'a pas la moindre idée quand on est en état bêta, intellectuel, puisque, j'ai oublié de le mentionner, en bêta, c'est la pensée intellectuelle, rationnelle, logique, on réfléchit, on analyse, etc., etc. C'est terriblement étriqué et on n'y voit pas grand-chose, un peu comme quand on est en voiture à 100 ou 120 à l'heure, on voit le paysage défiler, mais en fait on ne voit pas grand-chose. En revanche, dès qu'on ralentit à 80 à l'heure, on ne voit plus la même chose, et à 30 à l'heure, on ne voit plus la même chose. Et tout ce qu'on voit à ce moment-là apparaît en détail. Eh bien, on peut vraiment comparer ces états modifiés de conscience à la vitesse de nos véhicules, et nous sommes un véhicule, puisque nous habitons dans un corps physique. Donc, voilà. Alors, vous m'aviez demandé comment j'étais arrivée peut-être à mes premiers contacts avec... en tant que vécu personnel. Voilà, et c'est ça qui m'a secouée et qui m'a donné envie de persévérer, parce que c'était totalement inattendu de par mes études médicales et de par ce que j'avais vécu jusque-là. C'était au cours de stages, donc nous étions deux par deux à travailler les perceptions sur lesquelles on est censé travailler en ostéopathie. Et en touchant les gens, ostéopathie en touchant. Donc, j'étais dans une école de kiné où une majorité de participants étaient des kinésithérapeutes. J'étais l'une des seules médecins, je crois, et beaucoup de messieurs aussi. Et les professeurs avançaient des caractéristiques, des perceptions, tout ce qu'on était censé découvrir et ressentir quand on pratiquait l'ostéopathie. Et pour ma part, pendant les 2-3 premiers stages, qui étaient des week-ends, à plusieurs semaines d'intervalle, moi je ne ressentais rien. Et donc, au bout d'un certain temps, je me suis demandé si... je me suis posé des questions en me disant jusqu'où est la validité de cet enseignement, etc., etc. Et puis un jour,
avec la main sur le genou de la personne avec laquelle je travaillais, d'un seul coup, est arrivée la perception, mais alors, énorme. Ce qui vous a beaucoup ému, d'ailleurs. Mais complètement, parce que je n'en revenais pas. Mais ça, c'était un prémisse, parce qu'après, il y a eu la suite. Et donc, vu de l'extérieur, les mains ne bougent pas. Mais alors, au niveau de la perception intérieure, j'avais l'impression que d'un seul coup, ma main faisait des bonds et tanguait comme sur une barque avec des vagues. Et ça continuait dans un sens et dans l'autre et dans un autre. Et puis, à un moment, au bout de quelques secondes, je crois, tout s'est arrêté net, mais net. Et à ce moment-là, est arrivé un mouvement de va-et-vient, très calme, très paisible. Et là, j'ai découvert ce que c'est que la respiration à l'intérieur du corps humain. Donc ça, c'était une chose. Et du coup, j'ai persévéré, mais en ayant très envie d'en savoir plus. Le deuxième moment, ça a été au cabinet. Là, j'étais seule. C'était un lundi de décembre 1981. Une dame est arrivée. Elle était bloquée par un torticolis, elle ne pouvait plus bouger, elle avait très mal. Donc, je lui ai proposé de s'allonger. Et puis, comme d'habitude, je me suis dit, bon, on va faire au mieux que possible. Donc, tout doucement, j'approchais mes mains de sa nuque, comme d'habitude, lorsqu'il est question de problèmes cervicaux. Et d'un seul coup, mes mains se sont arrêtées, sans pouvoir toucher la nuque, à distance. J'étais très, très surprise, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et donc, en même temps, ce qui est très curieux, c'est qu'il se passait probablement des tas de choses au niveau de mon cerveau. Des sécrétions aussi de médiateurs chimiques, de ces fameuses hormones qui entrent en jeu, les endorphines, la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine, etc. Mais moi, tout ça, à l'époque, je ne savais pas. C'est-à-dire qu'en faculté, c'était absolument pas envisagé. Et pendant les études d'ostéopathie non plus. On m'avait jamais dit, tu sais, à un moment, tu vas avoir les mains qui vont s'arrêter à distance du corps. Ok. Donc, j'avais mon état émotionnel comme ça, que doucement, j'essayais de comprendre ce qui m'arrivait. Et puis la dame, en dessous, elle commençait à bouger la tête toute seule. Moi, je faisais rien, mais rien. Et puis, elle se dénouait toute seule. Et alors, moi, je sentais les larmes. Et ma seule préoccupation, c'était que les larmes ne tombent pas sur sa tête. Oui. Et j'étais dans un état, mais vraiment proche de l'Ohio, comme on dit. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Ça a continué comme ça, pendant quelques minutes, je crois. Toujours préoccupée par les larmes. Et puis ça s'est arrêté. Elle a bougé, elle m'a dit, c'est incroyable ce que vous me faites faire. Je lui ai dit, mais moi, je n'ai rien fait. Non, je l'ai pensé, je l'ai pas dit. Après, elle s'est assise doucement. Elle allait bien, elle était toute contente. Moi, je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Ça a duré toute la journée comme ça. À un moment, j'avais les mains qui se soulevaient au-dessus des intestins des gens. À d'autres moments, je sentais d'autres choses. Et pendant 2-3 mois, j'étais en équilibre un peu instable. Et j'ai eu la chance, à ce moment-là, j'avais la chance d'avoir à côté de moi un conjoint très carré, très rationnel, très stable, qui a eu la sagesse de m'écouter. Parce qu'il y avait des moments où je disais des choses franchement bizarres. Et en fait, ça n'est que par la suite. Alors, tout ça s'est recalé en allant au cinéma. C'était « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Je me souviens très bien. D'un seul coup, j'ai senti dans ma tête quelque chose qui se recalait, comme si le cerveau gauche reprenait sa place et le cerveau droit reprenait sa place, et que de nouveau, j'étais redevenue comme tout le monde. Et ça a été un truc de fou. Et je sais que mes amis du stage d'ostéopathie m'ont dit, toi, c'est plus de l'ostéopathie que tu fais. Et en fait, j'ai compris que j'avais découvert le magnétisme. J'avais expérimenté ce que c'est que le magnétisme, comme tous les magnétiseurs qui travaillent à distance, etc. La seule crainte que j'avais au début, c'était de me réveiller un matin et que tout ça ait disparu. Parce qu'en même temps, la clientèle, elle a augmenté, le bouche à oreille. Ah oui. Voilà. Et donc, tout ça a repris sa place tout doucement. Donc voilà, et ça s'est terminé en complément, dans la même époque, par les relaxations guidées que venait
proposé donc un monsieur qui s'appelle Francisco Del Campo, avec qui j'ai beaucoup travaillé par la suite. Et au cours de ces relaxations guidées, qui n'étaient que des modifications d'état de conscience, et bien là, alors là, on arrive, quand les pensées se taisent, quand tout redevient calme, paisible, on arrive dans des paysages, des perceptions, on arrive dans toute autre chose qui est bien, le monde intérieur, ou plutôt les mondes intérieurs. On connecte des tas de vérités sur soi qu'on n'imaginait même pas, sur le monde qu'on n'imaginait même pas. Et c'est pour ça que, à partir d'un certain moment, d'une part, il est très difficile d'en parler, parce qu'on peut se retrouver en hôpital psychiatrique, parce que les gens ne suivent pas, parce que certains sont respectueux et parfois intéressés, ce qui est merveilleux. Et je me dis, eh bien, ça veut dire que cette personne s'intéresse à elle-même. Parce que nous sommes tous des êtres humains, nous fonctionnons tous de la même façon, et au lieu de dénigrer, de balayer de la main, un certain nombre de personnes ont commencé à s'intéresser. Et ça, c'est très réconfortant, en fait, de voir que l'intelligence humaine, quand même, existe, et puis surtout être intéressé par ce qu'on est soi-même, en tant qu'être humain. Et à l'heure où l'intelligence artificielle a débarqué dans nos vies, je peux vous dire que on doit accorder de plus en plus d'importance à l'authenticité humaine, aux dimensions du cœur, de l'esprit, de la conscience. Enfin, voilà. Je pourrais encore... parler pendant des heures. Donc, nous avons vu les rythmes du cerveau. Est-ce qu'il y a des pratiques, je vois les différentes pratiques qui seraient proposées pour atteindre un petit peu cet éveil et cette pleine conscience? Mais ce sont donc tout ce dont je vous parle. Méditation, yoga. Relax. C'est tout ce qui permet au cerveau intellectuel de se taire, que les pensées petit à petit disparaissent. Elles se raréfient, elles disparaissent, et on apprend à les laisser partir surtout, parce que c'est vraiment un apprentissage. C'est comme une gymnastique, comme un sport, il y a un apprentissage qui est tellement passionnant qu'on n'a qu'une envie, c'est de persévérer. Donc relaxation, sophrologie, auto-hypnose et hypnose, mais je préfère auto-hypnose parce que là au moins on se donne une direction de voyage, parce que c'est vraiment des voyages. Les yogas, comme vous disiez très justement, yoga nidra en particulier, qui est axé sur la méditation, les méditations, certains états de prière, la créativité qui vous met dans un état où vous vous dépassez, vous êtes dans autre chose, et puis comme je le disais tout à l'heure, les états de mort, les expérimentations de mort imminente, ou alors là on aborde autre chose, qui est l'anatomie subtile. Alors là, et alors tout le problème vient, voilà, pour comprendre les choses, je crois que ce sera de la même façon que on a découvert beaucoup avec l'invention du scanner et de l'IRM. Le jour où les humains seront prêts, je pense qu'on pourra visualiser au travers d'appareils d'imagerie complémentaires de ce qu'on voit avec les auras déjà, qui pourront objectiver, montrer le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps affectif, le corps intellectuel, le corps mental supérieur et toutes ces dimensions qui sont des enveloppes qui nous entourent, qui nourrissent notre corps et notre esprit, qui sont conscientes, intelligentes et sensibles et rétractiles. Et tout ça, nous le sentons, mais nous ne savons pas ce que nous sentons. C'est-à-dire que quand on se sent en confiance, quand on se sent bien, on s'ouvre. Et il y a un langage qui dit, elle s'est ouverte, il s'est ouvert. Non, là, il s'est refermé. Bon, et ben c'est ça. En fait, ça veut dire quoi? Mais il y a de la substance, il y a de l'anatomie là-dedans. C'est pas, il y a des supports, et il y a des centres nerveux, et il y a des chakras. Et donc les chakras qui sont ces turbines là qui entraînent des l'énergie autour de soi, voilà, qui nourrissent. Et le jour où on pourra les visualiser, les scientifiques pourront se mordre un peu les doigts en disant on était campés avec nos casquettes là de gens qui savent, et puis finalement on savait des choses, mais il en manquait beaucoup quand même.
Et donc, les expérimentations de mort imminente, eh bien, c'est ça. Quand on dit sortir de son corps, c'est-à-dire que le corps physique, il est toujours là, mais hop, il y en a un qui est parti vers le haut et qui, pour un certain confort, parce que souvent c'est sur une table d'opération ou au cours d'un accident grave, un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque. Il y avait une émission de télévision tout à fait classique il y a quelques semaines où il y avait justement 3 invités qui parlaient de leur expérience de mort imminente. 2 dames sur table d'opération à chaque fois. Et puis un monsieur au cours d'un accident de voiture. Il était complètement encastré dans sa voiture et il se souvient, il n'était plus conscient, avec des fractures énormes de tous les côtés. Et il se souvient que le SAMU et les pompiers se disputaient pour savoir si on allait l'extraire par la porte ou par le toit. Et donc, quand il a raconté ça après, lorsqu'il a émergé de son coma, parce qu'il était... mais ces personnes étaient très étonnées en disant « Mais comment pouvez-vous savoir ça ?» Il était là. Il était là, mais au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est des éléments supplémentaires mais oui. en conscience. Exactement. Mais ces personnes rapportaient très bien ce qui se passe concrètement. C'est que lorsqu'elles en parlaient, au bout d'un certain temps, parce qu'il est très difficile d'en parler sur le moment, parce que déjà soi-même, il faut comprendre ce qui s'est passé. Tout à fait. Oui. Eh bien, il y avait 2 types de réactions. Soit on les regardait comme si vraiment il y avait quelque chose qui allait plus dans le cerveau, soit on les écoutait et au mieux on était intéressé. Et c'est toujours les mêmes réactions qui se manifestent face à ces phénomènes. C'est pour ça que c'est très agréable de rencontrer des personnes qui vivent les mêmes choses, parce qu'au moins, déjà on n'est plus muselé, et c'est très important, parce qu'on peut avoir des doutes vis-à-vis de soi-même. Tout à fait. Il y a des gens qui le vivent très mal quand ils ont cette impatience de sortir de leur corps, etc. Oui, et puis isolés. Oui, et puis... Ils se sentent isolés. Déjà, c'est pas simple. Et dans ces moments-là, on a besoin de chaleur humaine, on a besoin de personnes qui sont dans l'empathie pour ne pas douter de soi-même. Parce que ça, c'est très, très important, cette histoire-là. Alors, les effets, les bienfaits de cela, on le ressent de toute façon assez importante. Quand des gens arrivent à atteindre, on les voit beaucoup plus dans la compassion, dans la sagesse, avec beaucoup plus d'ouverture vers les autres. Est-ce que vous avez constaté sur certains qui arrivent à atteindre cet éveil ? Alors, oui, c'est une très très bonne question. En fait, je voulais juste rappeler qu'il est classique de lire ou d'entendre dire que l'être humain n'utilise que 12% environ de ses capacités cérébrales. Eh bien, lorsque vous acceptez de tenter l'expérience de ralentir le rythme de votre cerveau sans vous endormir, ce qui est encore une fois un apprentissage, sans vous endormir, il y a toute une plage sur laquelle vous pouvez travailler. Donc il y a les effets, les bienfaits physiques et les effets psychiques. Et là, vous n'êtes plus à 12% des capacités. Vous atteignez facilement 30 à 40%. À ce moment-là. Quand vous avez appris à fonctionner cerveau droit, cerveau gauche. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une localisation qui s'appelle le corps calleux entre les 2 hémisphères et que lorsqu'on travaille en état alpha et θ, donc on vit des choses, des tas de choses, un peu comme dans un rêve, mais tout en ayant conscience de ce qu'on vit quand même. Dès qu'on émerge et qu'on revient en bêta, qu'on décide soi-même de revenir, ou alors que la voix qui vous a guidé au cours de cet apprentissage vous dit maintenant vous revenez à l'extérieur de vous-même, vous bâillez, vous vous étirez, etc. Si vous n'écrivez pas tout de suite, c'est vrai. Si vous n'en parlez pas à d'autres personnes pour témoigner, et bien au bout de 10 minutes, vous savez même plus ce que vous avez vécu. Tout ce que vous savez, c'est que c'était fabuleux. Et c'est pour ça que c'est très, très important. C'est un peu comme dans les rêves, pour les personnes qui s'intéressent à la compréhension de leurs rêves. Ils ont toujours un stylo et un papier à côté d'eux, ou alors ils enregistrent. Et donc, fonctionner comme sur 2 cerveaux. Ah oui, et ce que je voulais vous dire, c'est que le cerveau droit vit des choses, mais le cerveau gauche n'est pas au courant, parce qu'en rythme bêta, lui, il ne connaît pas ça. Et le cerveau droit, lui,
il ne sait pas trop comment utiliser les mots, etc., sauf à rapporter ce qu'il a vécu. Et ce qu'il est nécessaire de faire si on veut fonctionner sur deux cerveaux, c'est de verbaliser ou d'écrire, parce que dans ce corps calleux, les fibres croisent. C'est-à-dire que le message du corps, du cerveau droit passe dans le cerveau gauche, et le cerveau gauche, il évalue et il explique des choses au cerveau droit. Et ça s'appelle fonctionner sur deux cerveaux. Et là, ça devient autre chose. C'est-à-dire que déjà, l'entraînement de ces états de conscience modifiée apporte énormément de bienfaits donc sur le plan physique, puisqu'on ralentit, puisque à cette occasion, on retrouve le calme intérieur, le silence intérieur, la paix, que les médiateurs chimiques sécrètent des tas d'hormones et que d'un seul coup, on a des effluves comme ça qui nous régularisent nos systèmes à tous les niveaux. Et donc, on se régénère comme ça. Et donc, il faudra aussi que je peux le faire tout de suite. Donc, c'est à tous les niveaux, aussi bien au niveau du système nerveux qu'au niveau cardiovasculaire, au niveau digestif, au niveau urogénital, au niveau ostéomusculaire, au niveau cutané. Tout ça se régularise parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, c'est une auto-entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'ouvriers qui sont fabriqués pour faire leur job, qui savent très bien, ils sont programmés pour ça, et si on ne les empêche pas de le faire, tout va bien. La seule chose qui empêche de le faire, c'est le stress, c'est les contraintes, et tout ça rend malade. Donc, dès qu'on commence à rétro-pédaler par rapport au stress, etc., tout rentre dans l'ordre tout doucement. On arrive à développer une énorme autonomie en matière de santé, et ça, l'autonomie, pour moi, c'est un des sujets que j'aborde dans le site qui est en construction en ce moment, parce que ça me tient vraiment à cœur. Parce que les personnes croient qu'il faut avoir affaire à une personne qui porte une casquette de médecin, de savant, etc. Alors qu'en elles-mêmes, elles ont des tas de solutions. Elles sont à l'intérieur de nous. Et il nous est possible d'y avoir accès, mais on croit trop souvent qu'il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. Et ça, c'est l'erreur magistrale, en particulier en matière de santé, où là, si on se passe de plus en plus de médicaments, on fait des tas d'économies, de sous, d'effets secondaires, de dépendance, d'économie pour la sécurité sociale, l'économie de la santé, etc., etc. Et puis cette fameuse autonomie. Alors, on avait abordé les effets au niveau physique. Au niveau psychologique, nous sommes en plein dans un espace de travail. Mais de travail particulièrement performant grâce aux capacités qui naissent de cet état modifié en ondes alpha et θ. On peut y faire beaucoup de choses. On peut aller à la connaissance de soi, on peut s'orienter en posant des questions auxquelles d'un seul coup les réponses surgissent. On peut se programmer positivement pour réussir un examen, son permis de conduire ou un entretien. Les intentions. Exactement. C'est la créativité à l'état pur. Et donc, du coup, ça vous change l'existence parce que petit à petit, déjà, votre regard, il est complètement différent sur la vie. Votre entendement, il est différent. Vos possibilités, elles sont différentes. On se déploie, on s'ouvre, on a confiance. Et puis, on déboule aussi dans la foi parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, petit à petit, on prend conscience aussi qu'il y a une présence qui est toujours là. Alors ça, c'est encore un autre débat. Et donc tout change et on se sent autorisé à se libérer de beaucoup de choses. On change sa vie, on change son futur et voilà. Écoutez, c'était très très intéressant parce qu'on vient de vivre un moment fort en éveil intérieur. On va rappeler, parce que le temps passe. Il y a des mots-clés, je peux terminer. Oui, bien sûr, allez-y. Alors, incursion au-delà de notre carapace, le lâcher-prise, la détente, le silence intérieur par rapport au petit vélo permanent, les perceptions nouvelles, les découvertes, les informations, les solutions, le bien-être, la paix, la prévention,
la régénération, les économies dans les efforts, dans les erreurs, l'argent, la conscience et la connaissance, la foi. C'est comme un ascenseur qui nous permet de descendre dans nos profondeurs, de dépasser toutes les couches de l'oignon que nous sommes, d'aller au cœur de l'artichaut en faisant sauter tout ce qui est autour. Et voilà une autre manière de considérer et d'envisager l'être humain. Voilà. Eh bien, en tout cas, c'était une discussion inattendue, formidable et très intéressante. Et moi, je vais parler quand même des livres, parce que tout ça, c'est en rappelant que vous avez écrit « Vivre sa vie en relaxation ». Donc, que vous pouvez trouver sur les sites la Fnac. Donc, en fin d'année, pour les fêtes, ce sera disponible à la Fnac, chez Amazon, Décitré, ou l'éditeur qui s'appelle BOD, Books on Demand. Il y a d'autres livres aussi de poésie que vous avez écrits, Quand le ciel et la terre se rejoignent. Voilà. Alors, en fait, dans ma jeunesse, j'avais tellement besoin de parler de tout ça que j'assommais mon entourage. Dès que j'ai commencé à écrire, ils ne m'ont plus entendu. Donc, je me suis dit, maintenant, j'ai envie de le faire passer, j'ai envie de communiquer à qui cela va intéresser ou apporter quelque chose. Et donc, le résultat, c'est effectivement, quand le ciel et la terre se rejoignent, ce sont des poèmes qui évoquent tout ce qu'on reçoit en état modifié de conscience, justement. Et puis, vivre sa vie en relaxation au niveau information, avec les rythmes du cerveau et tout ce que j'ai évoqué. Le suivant, qui est aussi est en train de paraître, c'est vivre sa vie en programmation positive. D'accord. Voilà, et puis il y en aura encore un autre. Donc en fait, si vous voulez en savoir plus sur vous, docteur, on a tous ces livres disponibles donc sur tous les sites de vente, et votre site internet également. Qui est en construction. Alors voilà. Et il y a aussi des chansons, puisque je suis auteur, compositrice, interprète, donc il y a des chansons qui parlent de tout ça, ce qui n'est pas très répandu, mais moi ça m'a fait beaucoup de bien de les écrire et de les enregistrer. Merci beaucoup, docteur. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci et à bientôt. À bientôt.